Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à débrancher vos caméras et vos micros. Et donc je laisse la scène à François. François, présente-toi, explique-nous ce que tu fais, et puis on te laisse donc nous expliquer le sujet des usoirs. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Eh ben d'abord, bonsoir à tous. Je remercie dans un premier temps Laurent d'avoir pensé à moi. Donc on s'est rencontrés effectivement dans un contexte de spécialisation dans le cadre de ma démarche auprès de l'Ordre des géomètres experts. Donc je suis géomètre expert avec, on va dire, une sensibilité particulière en urbanisme. J'ai prêté serment en 2015 et en fait le sujet que je vais évoquer avec vous, c'est le sujet que j'ai choisi d'évoquer pour mon mémoire de DPLG de géomètre expert, donc que j'ai rédigé en 2014. Donc il a fallu que je me replonge un petit peu dedans parce que même si c'est un sujet que je côtoie quasi quotidiennement, malgré tout je me souvenais pas de tout le contenu par cœur de ce que j'avais pu rédigé, puisque c'est un document qui fait quand même quelques dizaines de pages, un travail que j'avais élaboré à l'époque avec le partenariat, on va dire, d'un certain nombre de collectivités et administrations, parce que il y a une dizaine d'années, quand j'ai choisi de travailler sur ce sujet-là, il y avait une demande, parce que les élus sont très concernés en Lorraine par ce sujet-là. Donc moi je suis basé désormais, donc j'ai un petit peu déménagé plus à l'ouest, mais je suis toujours en région Grand Est. J'ai toujours un petit pied en Lorraine, donc professionnellement, puisque j'interviens notamment dans la région de l'Argonne, qui se situe entre Sainte-Menehould et Verdun, donc sur l'autoroute A4 entre Reims et Strasbourg, dirons-nous. Et donc, effectivement, en 2014, le choix de travailler sur ce sujet. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je le côtoyais quasi quotidiennement, étant géomètre expert en milieu rural, et que beaucoup de problématiques autour de ces usoirs, des difficultés, du litige en famille, souvent avec des administrés et une collectivité, et puis finalement des problèmes en termes de délimitation de la propriété aussi, entre une propriété privée et un usoir, où s'arrête l'emprise de l'usoir, à qui appartient l'usoir. Finalement, c'est des questions pas si évidentes que ça, parce qu'on a un contexte juridique assez flou sur la question de ce lieu que nous retrouvons quasiment partout en région, donc en milieu rural de région Lorraine. Alors, j'essaye de bouger. Donc là, vous avez une première illustration que j'avais repris d'une brochure du CAUE de la Meuse en 1998. Excuse-moi, François, Oui. excuse-moi, juste pour Chantal et Olivier, on est pendant la présentation de François. Caméra, merci. Merci François. Voilà, donc du coup, avant de vous parler de l'usoir, c'est de vous remettre un petit peu dans le contexte parce que je ne sais pas trop d'où vous êtes géographiquement. Donc là, nous sommes situés en Lorraine, au milieu de la région Grand Est, et la particularité de nos villages-rues et de nos usoirs, on va surtout les retrouver dans le département de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, un petit peu dans le nord alsacien également, et de manière un petit peu plus dispersé dans le département des Vosges. On va le retrouver plutôt dans l'ouest vosgien, c'est-à-dire plutôt dans la plaine vosgienne, un petit peu moins dans les zones montagneuses, on va dire, vosgiennes, donc c'est-à-dire plutôt à l'est des Vosges. Donc effectivement, vous avez cette carte qui synthétise globalement bien cela, où vous retrouvez notamment l'habitat groupé en village, et hameaux jointifs. Donc là, c'est très représentatif du village-rue, et qui dit village-rue dit souvent usoir, et on va voir juste après pourquoi.
Là, c'est l'exemple visuel donc situé en Moselle que d'ailleurs Laurent avait utilisé dans la communication, qui est reprise donc d'une brochure un petit peu plus récente réalisée par le CAUE de la Moselle, qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque où j'ai établi mon document. Il s'agit de la commune de Henrydorf, qui se situe donc dans le nord de la Moselle. Vous avez à gauche justement le village historique, où vous retrouvez donc du coup ce fameux village-rue, où vous voyez vraiment une continuité de l'urbanisation, des maisons jointives, on est complètement en pleine mitoyenneté. Vous retrouvez donc du coup la voirie centrale, et vous avez cette bande de terrain située entre la voirie et l'urbanisation, qu'on appelle donc l'usoir. Donc là, c'est une bande de terrain dans ce village-là qui fait quasiment une dizaine de mètres. Elle va faire, en fonction des villages, entre 5 et ça peut monter jusqu'à une quinzaine de mètres de profondeur. Et donc, avec un impact, effectivement, en termes de paysage, dans le cœur du village, très impactante. Ce village est très intéressant parce que c'est une photo relativement récente où on voit que l'usage, finalement, a préservé un caractère d'emprise ouverte au public, même si généralement on peut voir des aménagements un petit peu plutôt privés, mais on voit qu'il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de véranda, il n'y a pas de construction, puisque là, dans le cas d'espèce, ce sont des emprises qui sont a priori plutôt communales. Vous avez un extrait cadastral de la création de ce village à l'époque, alors qui n'est plus forcément comme cela aujourd'hui, parce que évidemment il y a eu des mutations foncières diverses et variées, mais sur cet extrait cadastral, c'est très intéressant parce que on est vraiment sur quelque chose de, là, on est vraiment sur un exemple caractéristique où on voit bien l'urbanisation vraiment linéaire le long de la route. Et vous retrouvez ces parcelles en arrière de jardin, donc les jardins des propriétés qui se situent à l'arrière. Donc la particularité, c'est qu'effectivement, on est en milieu rural, et donc qui dit milieu rural dit vie agricole. Et donc ce qui est intéressant, et on va le voir juste après, c'est comment fonctionnait la vie agricole dans ce type d'urbanisation. Par rapport à ce point-là, je voulais ajouter donc une phrase que j'avais lue à l'époque dans un ouvrage qui datait du 19e siècle, qui disait que finalement, le village-rue, tel que vous en voyez l'exemple ici, s'ouvre de toutes parts sur les champs, et de loin, le clocher de l'église le signale. C'est très représentatif du village-rue, parce qu'effectivement, vous êtes sur une urbanisation très concentrée autour du clocher de l'église. Alors, l'église n'est pas toujours située vraiment au cœur du village, mais cet exemple-là est très intéressant aussi en cela, c'est que de tout point de vue du village, dès que vous êtes autour, et c'est souvent le cas dans les villages, c'est que c'est très représentatif, c'est que vous allez souvent avoir un amas de maisons, vous allez voir les toitures, donc souvent à double pente comme vous les avez ici dans le cas présent, et très représentatif avec donc le clocher de l'église qui va généralement se dessiner en plein cœur de cette zone urbanisée. Là, vous avez donc, pour définir l'usoir, donc c'est déjà de vous montrer un petit peu comment se comportait l'usoir il y a plusieurs décennies, avant, on va dire, l'arrivée de la voiture. Donc là, vous pouvez constater que on a un certain nombre d'engins agricoles. On va retrouver un petit peu des bêtes. Alors on n'en voit pas trop ici, mais on pouvait retrouver parfois des petits troupeaux, ou on pouvait retrouver aussi parfois des poulaillers. Et puis ce qu'on va retrouver par exemple sur la droite de cette photo sur ce village, c'est les tas de fumier. Donc très clairement, l'usoir, étant donné que vous n'avez pas de possibilité d'accéder au jardin à l'arrière de la propriété, donc souvent on passait par la grange qui se situait souvent au centre
ou sur la droite de la propriété. Donc là, vous avez un exemple type à droite d'une maison lorraine, où vous allez retrouver l'organisation vraiment traditionnelle, avec l'usoir côté rue, bien évidemment. Vous allez retrouver les pièces de vie comme la cuisine d'un côté, la grange au milieu et l'écurie, le cas échéant. Et donc, du coup, effectivement, les agriculteurs utilisaient généralement cet espace pour leurs besoins de l'exploitation agricole. Ils n'allaient pas forcément utiliser leur jardin, qui était plutôt une dépendance privée, on va dire, mais l'usage professionnel se faisait devant. Pourquoi ça se faisait devant? C'était aussi pour des raisons, j'ai envie de dire, économiques, mais aussi de montrer un petit peu pour certains leur richesse, entre guillemets. On lit d'ailleurs dans certains ouvrages qu'à l'époque, c'est la petite anecdote, mais que les... Alors, j'avais noté l'anecdote et je l'ai plus avec moi, mais que globalement, les jeunes hommes à l'époque, comme disait la citation donc de Monsieur Witzorek, qui était architecte au CAUE de la Meuse, disait que les jeunes hommes reluquaient le tas de fumier avant de choisir leur copine. Voilà, donc c'était très représentatif, c'est qu'ils ne se tournaient pas vers n'importe quel producteur, enfin agriculteur, c'est qu'ils allaient voir déjà si l'agriculteur était plutôt aisé ou non. Et donc, ils constataient ça au regard de la taille, de la grandeur des tas de fumier devant les propriétés. Ça, c'est quelque chose qu'on entend encore souvent en Lorraine, et donc qui est bien en phase avec tout cela. Cette image est intéressante parce qu'on retrouve également le clocher, on voit qu'on est dans le cœur du village et qu'on retrouve effectivement cet élément. Donc vous imaginez, vu qu'on est sur une urbanisation assez basse, on est sur généralement du R+1 au maximum, avec une urbanisation très, très linéaire et même en hauteur de construction. Du coup, vous imaginez qu'en prenant de la hauteur et du recul par rapport au village, on va voir toujours une vue imprenable sur le clocher de l'église. Donc voilà l'urbanisation type, avec une maison type de la vie agricole de l'époque. Bien évidemment, aujourd'hui, tous ces corps de ferme, mais on en reparlera un petit peu après, ont disparu de ces cœurs de village, et notamment pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui, des réglementations agricoles, notamment sanitaires, qui font que ce type de pratique n'est plus possible aujourd'hui. Qu'est-ce que l'usoir? Donc du coup, vous êtes conscient que c'est cette fameuse bande de terrain qu'on va retrouver entre la propriété privée, donc l'habitation, on va dire, et la voirie centrale que vous voyez devant vous sur cette photographie, et un flou juridique parce que finalement l'usoir n'a jamais vraiment été défini par la loi. Il n'y a aucun texte de loi qui existe pour définir ce qu'est un usoir. Donc l'usoir s'est défini ces dernières décennies par l'usage notamment qui en a été fait, même si dans un département, donc en l'occurrence dans le département de la Moselle, on peut voir que l'usoir est inscrit dans les usages locaux. C'est le seul département en France où on va retrouver donc un texte spécifique qui évoque l'usoir, indiquant que l'usoir est une emprise relevant du domaine public communal. Alors le problème de ça, c'est que c'est un usage local, mais un usage local veut bien dire que c'est applicable uniquement dans la zone géographique concernée par cet usage. Et du coup, on peut voir d'ailleurs qu'il y a quelques jurisprudences qui peuvent exister, qui parfois se sont appuyés sur cet usage local de la Moselle, bien que en réalité, ils n'étaient pas directement concernés par cet usage. Au-delà de ce côté législatif, on va, et c'était le but de mon analyse aussi, pour le côté, on va dire, vraiment foncier, géomètre expert, c'était d'analyser un petit peu la situation de par un autre document qui, même s'il n'est pas là pour définir les limites de propriété, est un indice, on va dire, en termes de propriété d'une manière générale, c'est-à-dire la documentation cadastrale. Donc ça, on va en parler un petit peu après.
et également la question des plans d'alignement. Donc les plans d'alignement, c'est des documents que vous connaissez peut-être, qui ont été établis parfois il y a très longtemps. On utilise encore beaucoup de plans d'alignement aujourd'hui de la deuxième partie du 19e siècle, qui sont toujours, parfois, s'ils sont repris dans les documents d'urbanisme, sont toujours opposables au tiers. L'analyse des usoirs dans certains des plans d'alignement est très intéressant, justement, pour voir comment traiter la question de la domanialité et donc de la propriété même de ce lieu. Là, vous avez quelques exemples contemporains d'usoirs pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler dans des villages aujourd'hui. Souvent, donc parfois aménagé, là on peut voir sur la première photo en haut à droite, on sent un aménagement réalisé au droit de l'entrée du garage, donc ancienne grange qui est sans aucun doute aujourd'hui plutôt un garage, souvent enherbé. Vous avez en haut des zones plutôt entre 5 et 8 mètres, et en bas vous avez des usoirs beaucoup plus larges, beaucoup plus importants en termes d'emprise foncière. Donc effectivement, la question est légitime après, c'est la gestion au quotidien, l'entretien au quotidien et s'assurer donc effectivement de la propriété, notamment pour prévenir tout conflit de voisinage. Donc voilà, donc elle était là ma petite citation, je croyais que je l'avais notée sur ma feuille, mais non, je l'avais mis. Donc cette citation de Jean-Pierre Vizorek qui disait « Souvent les garçons reluquaient le fumier avant de lancer une œillade à la fille ». Donc là, vous retrouvez justement une autre photographie, vous retrouvez l'usoir et ces fameux tas de fumier, et on peut voir à certains endroits un petit peu de bêtes qu'on peut retrouver, donc parquées, si je puis dire, au droit des propriétés privées. L'usoir et le cadastre, parce qu'effectivement, comme je vous disais, même si le cadastre n'est pas là pour définir les limites de propriété, il nous aide malgré tout à comprendre l'histoire de l'usoir d'un point de vue quand même domanialité. Même s'il n'est pas là pour définir les limites de propriété, malgré tout le cadastre définit sommairement les emprises cadastrales des propriétés privées. Cet exemple est très intéressant à la fois parce qu'on retrouve encore vraiment ce schéma type. Donc là, tout à l'heure, on était en Moselle. Là, on est dans le nord de la Meuse, à Halle-sous-les-Côtes, qui est un très charmant village et village-rue, où vous retrouvez du coup l'église vraiment en plein cœur du village, et vous retrouvez cette desserte tout autour, avec plusieurs rues vraiment très représentatives, avec des usoirs, donc là qu'on ne perçoit pas, mais du coup des usoirs qui, au regard du dessin cadastral, laissent à supposer qu'ils n'appartiennent pas aux propriétaires privés, puisque du moins le dessin cadastral laisse à imaginer que la propriété s'arrête au droit de la construction côté rue. Vous avez un autre cas, donc toujours en Meuse, donc là sur la commune de Mauvage, donc là on est vraiment sud-Meuse, où on voit une situation contraire. Donc le plan a été réalisé quasiment en même temps, en termes d'années, et là on peut voir qu'il y a eu une analyse complètement différente réalisée à l'époque, où on voit que les usoirs ont été définis là pour le coup, donc on voit les petites flèches d'appartenance qui laissent à imaginer que dans ces communes-là, l'usoir a été considéré comme étant plutôt une propriété privée rattachée à la propriété globale des corps de ferme, bien souvent, dans le village. À l'époque, j'avais réalisé une étude assez fine sur plusieurs dizaines de communes, et effectivement, une tendance s'était dessinée, et j'avais essayé de comprendre un petit peu ce qui s'était passé, et donc là, on est à l'époque du plan napoléonien. Donc le cadastre napoléonien, qui a été mis en place à partir des années 1850-60, et ce plan cadastral a été très compliqué à mettre en œuvre à l'époque parce que il y avait une difficulté qui est un petit peu la même qu'aujourd'hui, c'est que déjà à l'époque, pour mettre en place le cadastre que Napoléon souhaitait, c'est qu'il y avait des difficultés à recruter des personnes compétentes pour le faire.
Et donc ça, c'est aussi à l'école, hein, des profs qui nous expliquaient cela pour nous faire comprendre que dans certains territoires, eh ben, du coup, les compétences étaient parfois peut-être un peu limitées et que un autre point également important, c'est que finalement, lors de la mise en place du cadastre, l'appréciation même du géomètre en chef qui était chargé de l'élaboration avait entre guillemets son analyse personnelle de la situation en lien avec les services de l'État à l'époque qui validaient le montage. Et on se rend compte que, du moins sur le département de la Meuse, que j'avais plus spécifiquement analysé d'un point de vue cadastral, on se rend compte que cadastralement, dans le sud meusien, les communes qui étaient dotées d'usoirs cadastrés, donc d'usoirs qui avaient été jugés plutôt privatifs, étaient liés au fait d'un géomètre du cadastre qui avait eu, lui, cette sensibilité-là et qui avait estimé que l'usoir devait être attaché à la propriété privée. En milieu rural, il faut savoir que le cadastre n'a généralement assez peu évolué, parfois n'a jamais été remesuré, et du coup, on a certaines communes où aujourd'hui, le cadastre et donc la représentation des propriétés et donc de l'usoir et parfois exactement, j'ai envie de dire quasiment un copier-coller de celui qui était dessiné à l'époque de Napoléon. Donc, bon, je suis pas là pour vous faire un cours sur le cadastre, mais il y aurait peut-être un sujet à part entière sur cette question-là pour comprendre peut-être certaines difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui en aménagement du territoire, puisque le cadastre reste souvent quand même un outil au quotidien pour se représenter, en tout cas dans l'espace, et pour être une base, on va dire, pour des projets d'aménagement du territoire. Donc, par rapport à ça, tout ça pour dire que c'est pas le cadastre qui nous donne non plus une réponse, puisque il n'est pas là pour définir les limites de propriété. Et on voit qu'il y a eu des usages, on va dire, par territoire dans un même département complètement différents, qui font qu'aujourd'hui, d'un point de vue propriété et même d'un point de vue projet communal, l'usoir ne peut pas être géré de la même manière en fonction des territoires. Le cas que vous avez sous les yeux reste malgré tout assez marginal. La majeure partie des communes sont plutôt dotées d'un cadastre comme celui-ci, et donc du coup laissant à supposer une propriété plutôt communale. Donc, on va parler un petit peu donc de l'évolution des usoirs, donc qui est intimement liée bien évidemment à l'évolution de la société et l'évolution aussi de la vie agricole. Comme vous le savez, depuis plusieurs décennies, exploiter en plein cœur d'un village en milieu rural est de plus en plus compliqué pour des raisons notamment d'un règlement sanitaire départemental d'une part, ou parfois d'installations classées, des cheptels de bêtes de plus en plus importants qui font que les exploitants agricoles sont eux-mêmes bloqués dans leurs propres projets et sont obligés de sortir du village parce qu'ils sont eux-mêmes condamnés du fait de ces périmètres de réciprocité, la proximité des habitations voisines, hein, de tiers liés à l'agricole, qui font qu'eux-mêmes sont obligés de sortir. Donc aujourd'hui, après plusieurs décennies, une évolution de ces villages-rues, la vie agricole qui a soit disparu, soit est sortie du village, pour les raisons qu'on a citées, et donc une urbanisation nouvelle, une reconstruction déjà des villages sur eux-mêmes, et une forte réappropriation des habitations qui se sont transformées plutôt en habitations. Et effectivement, on est en milieu rural, un phénomène aussi effectivement lié à la périurbanisation, la place de la voiture, le nombre de voitures de plus en plus importantes dans les familles, des familles qui ont grandi, qui se sont agrandies, et donc du coup une, deux, trois, voire quatre voitures, et donc la place de la voiture qui a profondément évolué, et donc du coup des usages complètement différents, mais malgré tout avec une volonté généralement des collectivités de vouloir préserver cet espace qui a toujours été un espace collectif, un espace de rencontre, d'échange. Et donc,
une forte volonté dans certaines communes de vouloir préserver ça, malgré un usage différent, et notamment la place de la voiture à prendre en compte dans ces communes-là. Vous avez un premier exemple dans le 54 à Brûlé, donc on n'est pas très loin de Nancy, où vous voyez justement une évolution de l'usoir, où on a voulu, donc là c'est très minéralisé pour le coup, mais où il y a eu une volonté de la collectivité de faire quelque chose malgré tout très ressemblant à ce qui existait avant, où là, donc, on va avoir plutôt du béton désactivé, on a une voirie en enrobé, mais du caniveau assez léger comme on avait déjà à l'époque. Mais là, effectivement, bon, bah, les tas de fumier ont été plutôt remplacés soit par de la végétation ou effectivement par du stationnement au droit des propriétés. Ça, c'est des exemples qui sont assez intéressants pour montrer un petit peu une volonté de préserver un petit peu le caractère originel du village. On est de nouveau à Halle-sous-les-Côtes. C'est la commune où je vous montrais tout à l'heure avec l'église au centre du village. Alors là, on est au nord. Tout à l'heure, là, la photo est orientée au nord et le plan cadastral était légèrement plus incliné que celui-ci. On va retrouver effectivement tous les usoirs. Donc là, vous retrouvez, donc je sais pas si vous allez voir ma souris, mais là, vous voyez donc tous les usoirs au droit des propriétés d'origine, on va dire, du village, donc des usoirs très homogènes, et la volonté de la collectivité d'urbaniser un nouveau quartier. Donc là, on est sur des communes de 100-200 habitants, donc on n'est pas sur des urbanisations non plus transcendantes, mais une volonté de la collectivité d'avoir une volonté politique forte de créer une urbanisation nouvelle, mais en plein respect de l'existant. Donc cet exemple est assez intéressant parce que on va retrouver, donc effectivement, c'est une urbanisation plus traditionnelle, c'est une urbanisation contemporaine qui ressemble, quoi qu'on en pense, à ce que aspire un certain nombre aujourd'hui encore de Français, et malgré tout une volonté de la commune de créer une urbanisation nouvelle, mais très respectueuse de ce qui existe dans le village. Donc du coup, on a retrouvé ici un certain alignement dans les constructions existantes. Donc effectivement, on ne va pas retrouver le côté jointif parce que sur des parcelles entre guillemets de lotissement, c'est un petit peu plus compliqué à vendre auprès de gens qui ici sont là depuis quand même 10 ou 20 ans et qui cherchaient un peu de verdure, un petit peu de place. Mais malgré tout, on retrouve une certaine cohérence en termes d'implantation, une volonté de la collectivité de conserver une certaine zone enherbée sur le devant, et ça a été plutôt réussi. Avec une urbanisation récente, mais assez respectueuse de ce qui se passe déjà dans le village. Donc, je trouve que c'est un exemple à saluer parce que c'est une petite commune qui n'avait pas forcément d'outils non plus. C'est une commune qui n'a pas de PLU, mais qui a réussi malgré tout à réaliser quelque chose de qualitatif et finalement d'assez respectueux du caractère originel village-rue de sa commune. Là, c'est un exemple complètement différent. On est là pour le coup sur une extension d'urbanisation réalisée dans le 54 par un de mes anciens confrères qui était très sensible à la question de l'urbanisme et qui a lui-même réalisé ce lotissement, mais avec une volonté justement de rappeler ce qui existe plus au nord dans le village, dans le centre ancien du village que je n'ai pas remis sur cette photo, où on va vraiment retrouver le schéma d'une parcelle peu large, avec une obligation de conserver une emprise côté domaine public, comme vous pouvez le voir, où là pour le coup on a plus peut-être des aménagements privés, mais dans tous les cas, une bande de terrain conservée pour rappeler l'usoir, avec parfois du stationnement et parfois un petit aménagement paysager. Et vous voyez des parcelles assez peu larges et du coup le jardin qui se fait à l'arrière de la propriété. Donc là, on est vraiment sur un lotissement contemporain, on va dire, mais qui malgré tout, dans l'esprit, a été relativement respectueux de l'esprit village-rue dans l'idée pour être en homogénéité avec ce qui existe dans le village ancien.
Donc là, de la même manière, on est dans les secteurs, donc Ménil-la-Tour, on est entre Toul et Nancy, donc sud Meurthe-et-Moselle. Et donc, ce dont je voulais vous parler aussi, c'est finalement ce qui existe aujourd'hui dans certaines communes, les traitements réalisés par certaines communes et qui me semblent pas forcément très très respectueux, on va dire, de l'usage et du lieu en lui-même. La difficulté qu'on va beaucoup rencontrer, c'est des appropriations, alors parfois anciennes, parfois plus récentes, d'administrés, de l'usoire au droit de leur propriété, et qui vont commencer à se l'approprier, commencer à faire une clôture, un mur, l'aménager, et puis quelques années après, à revendiquer la propriété et demander parfois à la collectivité de pouvoir récupérer la propriété de ce lieu. Donc généralement, ça passe par effectivement le géomètre expert, parce que du coup, on va être sur des questions de modification du parcellaire cadastral avec une procédure de déclassement du domaine public, puisque il peut être présumé domaine public si effectivement il n'est pas cadastré. Et donc, au regard de ça, effectivement, il y a la question, finalement, de est-ce que c'est normal qu'une commune se lance dans, entre guillemets, la cession d'emprise publique qui vient carrément remettre en cause le caractère originel de l'usoire s'il commence à être vendu à des tierces personnes. Donc on a le cas dans certaines communes. Donc là, vous avez le cas, vous avez un cas à gauche. Donc là, on est sur le sud meusien. L'exemple à gauche, où vous voyez donc effectivement que il y a eu des divisions qui ont fait que les usoirs ont été rattachés aux propriétés et que c'est pas homogène dans la commune. Vous voyez que l'usoir côté sud de cette rue, pour le coup, n'a pas été cadastré et donc du coup est resté a priori la propriété de la commune. Et donc, traitement inégal qui fait que derrière, d'un point de vue harmonie globale du village, c'est très compliqué d'avoir une politique générale en termes d'usoir si d'un côté vous avez des emprises publiques et de l'autre côté des emprises privées. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux, notamment pour des questions déjà de police du maire d'une part et d'autre part pour des questions aussi d'esthétique et d'homogénéité de traversée du village. Et le côté droit, là vous avez clairement, typiquement vous voyez que tous les usoirs semblent communaux et donc on voit qu'ici une division parcellaire a été créée pour céder l'usoire à l'administré, donc ce qui fait que on va complètement à l'encontre même du caractère originel de l'usoire. Un exemple pardon qui est très intéressant aussi. J'ai eu l'occasion d'échanger à l'époque avec un géomètre expert de Wallonie, pardon. C'était très intéressant parce que nos amis wallons, donc là on est vraiment proche de la France, hein, et donc du coup je m'étais rendu compte à l'époque qu'en Wallonie on retrouvait beaucoup d'usoirs également. Donc c'est quelque chose qui existe. Là vous pouvez voir donc sur la photo vue aérienne ici que toute cette partie-là, c'est le centre ancien du village, et donc où vous retrouvez de l'usoir également au droit des propriétés, et donc de l'usoir préservé, comme on peut le voir dans certains villages en France. Et donc ce géomètre expert m'expliquait que, par contre, en Belgique, ils étaient très très à cheval sur la préservation de ce caractère ancien. Et donc, du coup, il avait été missionné pour réaliser 2 lotissements, donc que vous pouvez voir ici et là, alors qui ne s'appellent pas lotissement exactement, enfin juridiquement c'est un peu différent, mais peu importe. L'opération d'aménagement, c'était de réaliser 2 zones d'extension d'urbanisation. Et comme vous pouvez le voir, un petit peu comme dans les cas que je vous ai montré tout à l'heure, c'est très significatif. Et là, vous avez cette photo où là, pour le coup, c'est des emprises privées, mais il y a des cahiers des charges de lotissement qui font que les administrés ne peuvent pas clôturer. Donc, ça fait un petit peu urbanisation à l'américaine, avec la maison très en retrait de la propriété, avec donc le stationnement devant, un espace vert assez profond avant l'arrivée sur la maison, et puis le jardin de la maison plutôt situé à l'arrière. Donc on le voit comme le cas de Meurthe-et-Moselle tout à l'heure, hein, où on voit donc l'appropriation des jardins à l'arrière des maisons, où on voit aussi des piscines, des terrasses, etc. Et le devant est plutôt
préservés pour l'usoir, pour conserver le même impact visuel qu'on peut avoir dans le village. Et il y avait un travail, on le voit un petit peu d'ailleurs ici, en termes de toiture aussi, où, comme vous le savez, parfois en France, c'est très compliqué en fonction des donneurs d'ordre, surtout avec de la maîtrise d'ouvrage privée. Voilà, parce que bon, on peut voir encore des fois la profession de géomètre expert un peu attaquée sur ces questions-là, mais moi je pars du principe que le projet reste le projet d'un porteur de projet et que on fait tout pour essayer de faire du qualitatif, mais malheureusement c'est pas toujours la priorité de tout le monde. Et là c'est fortement réussi. Où on voit qu'en termes de toiture, même au niveau des toitures, il y a une certaine homogénéité. Et du coup, l'urbanisation nouvelle côté ouest est très proche de ce qu'on va retrouver dans le centre ancien du village. Il y a juste un petit point où j'ai oublié ma diapo. C'était les plans d'alignement que je voulais évoquer rapidement avec vous. Donc là, vous avez un extrait d'un plan d'alignement. Donc celui-là, il est de 1897 sur la commune de Laécourt. Les plans d'alignement, donc c'est des plans qui ont été réalisés donc à l'époque. Il y en a encore aujourd'hui qui sont réalisés, mais de moins en moins. C'est des procédures assez lourdes, soumises à l'enquête publique. Selon le Code général de la propriété des personnes publiques, c'est des documents qui définissent l'emprise du domaine public au droit des propriétés riveraines. C'est un document pour nous en termes de délimitation des propriétés qui est très intéressant pour savoir où s'arrête l'emprise publique, on va dire, au droit des propriétés privées. Donc là, dans ce cas-là, c'est assez simple, on va dire, parce que on peut voir les traits rouges. Vous les voyez là, si vous suivez ma souris, et au droit des traits rouges, donc on voit que globalement, l'emprise du domaine public suit globalement l'emprise de l'urbanisation. Bon, elle n'est pas très linéaire, donc ça justifie le fait que le trait rouge ne suit pas, parce que généralement, ils essayaient de faire des choses assez homogènes. Mais dans ce cas-là, donc c'est le premier cas que je voulais vous montrer, où on veut dire la propriété est assez facile à appréhender du fait que l'emprise d'alignement est quasiment homogène avec l'emprise des propriétés. Par contre, j'ai un autre cas que je vais vous montrer tout de suite. Là, il y a un autre cas qui est très intéressant en termes de définition des emprises publiques au droit des propriétés riveraines. C'est que là, vous avez en bleu l'emprise d'un... Je suis en train de dessiner l'emprise de l'alignement au droit des propriétés riveraines. Et là, vous pouvez constater donc le trait bleu qui est l'emprise publique et que du coup, au-delà de cette emprise, c'est la propriété riveraine. Et donc du coup, comme ça définit l'emprise du domaine public, normalement, au-delà, on pourrait avoir tendance à dire que c'est du domaine privé, sauf qu'effectivement, c'est tout à fait discutable, étant donné qu'on se retrouve sur cette fameuse bande d'usoir, mais qui représente, comme vous pouvez voir, quasiment une petite dizaine de mètres. Et du coup, c'est toute la complexité, effectivement, surtout quand vous êtes le long d'une route départementale, à reconnaître dans le cœur d'un cœur de village, quand vous êtes sur une définition de limite de propriété, de définir l'emprise d'alignement, la limite de propriété et de savoir à qui vous avez affaire. Là, on est le long d'une route départementale, à savoir est-ce que cette emprise appartient toujours au département, à la commune. Donc ça amène à beaucoup de sujets. Bon là, c'est des questions, des sujets assez simples, on va dire, mais c'est surtout que quand on nous appelle, généralement, dans ce cas de figure, c'est souvent quand c'est conflictuel. Et donc, le dernier point que je voulais voir avec vous, parce qu'effectivement, c'est comment, à l'avenir, préserver ces espaces, en sachant qu'on a un cadre juridique néant, quels outils on peut utiliser pour accompagner les collectivités. Donc, effectivement, c'est à voir dans quelle mesure les documents d'urbanisme en commune peuvent on va dire enfoncer le clou pour la politique communale. Les emplacements réservés peuvent être effectivement utilisés, notamment quand l'usoir est privé, pour essayer de faire en sorte de ne pas aggraver la situation. L'emplacement réservé empêchant toute urbanisation nouvelle sur l'emprise. On avait eu le cas en carte communale aussi où on s'était posé la question de comment préserver l'usoir.
J'ai eu le cas puisque j'ai moi-même élaboré un certain nombre de cartes communales et dans une commune où justement les usoirs étaient cadastrés et où la commune malgré tout voulait pas subir, on va dire, les difficultés cette cadastration de l'usoir parce que le maire en place n'était pas forcément d'accord avec ce qu'avait fait son prédécesseur en cédant les usoirs au privé. Et donc, du coup, il y avait eu dans cette petite commune un message fort quand même de la collectivité en mettant les usoirs, bien que privés, en zone naturelle. Donc, en les mettant en zone naturelle de la carte communale, ça les rendait inconstructibles et ça empêchait les administrés de faire n'importe quoi sur ces emprises foncières. Il y a des choses de faites, j'ai pas trop le temps d'évoquer tout, hein. Il y a eu des initiatives de mise en place, notamment au niveau du parc naturel régional de Lorraine, qui a une charte générale liée au PNR, et notamment qui évoque la question des usoirs et notamment leur protection. Bon, on sait qu'une charte, c'est toujours assez limité, et c'est surtout que c'est uniquement à l'échelle du parc naturel régional. Et ce qui avait été éventuellement imaginé, c'est que chaque département de Lorraine puisse éventuellement avoir une charte, mais un petit peu plus incitative. C'est une discussion que j'avais pu avoir notamment avec la Chambre d'agriculture de la Meuse à l'époque, avec qui je travaillais beaucoup sur des questions d'urbanisme et notamment sur des questions de réciprocité agricole dans les cœurs de village, où on travaillait beaucoup notamment à faire en sorte de privilégier l'urbanisation quand on savait que les corps de ferme en cœur de village étaient bloqués. Parce qu'on a parfois des services de l'État qui sont très bloquants là-dessus, en disant voilà, on a un périmètre de réciprocité, on ne peut pas construire dans le périmètre puisque ça impacte le tiers. Là, il y avait un gros travail de fait, notamment le département de la Meuse, à la fois sur la question de la délocalisation des exploitations agricoles pour favoriser la densification et le renouvellement des villages pour faire en sorte que la vie agricole, qui de toute manière était coincée en termes d'évolution au regard des règlements dans les cœurs de village, faire en sorte que l'urbanisation puisse se renouveler, que les anciennes bâtisses puissent être rénovées pour que les villages ne soient pas complètement abandonnés dans leurs bâtisses anciennes. Et en parallèle, la question de l'usoir, de voir comment le préserver, puisque parfois le caractère agricole était fortement préservé, et du coup, du fait de cette évolution de l'urbanisation, éviter qu'il se passe n'importe quoi. Donc, du coup, avait été évoqué l'échelle d'une charte, parce que d'un point de vue législatif, c'était un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, en 2014, j'avais à l'époque poser une question au gouvernement, une question écrite au gouvernement, au regard de mon analyse, j'avais essayé d'aller un petit peu plus loin et j'en avais discuté avec un député de Meuse de l'époque, c'était le député du Nord meusien, et qui avait posé une question écrite. Et je pense que ma question était soit trop précise et leur réponse aurait été, je pense que malheureusement, ils ne pouvaient pas répondre à ma question parce que comme il n'y a pas de loi à proprement parler, à part se baser sur la jurisprudence, ils n'auraient pas pu me répondre d'autre chose. Donc au final, ma réponse est restée sans réponse. Ma question, pardon, est restée sans réponse à l'époque. Tout ça pour dire que voilà, à l'époque, il y a eu des pistes de proposer, mais malgré tout, avec un cadre juridique quasiment néant, c'est très compliqué d'apporter des solutions opérationnelles pour notamment les collectivités, pour les aider à préserver ces lieux. Quand on a des élus qui ont envie, on peut les accompagner, mais encore faut-il qu'on soit face à une collectivité qui a envie de préserver ce lieu, puisque comme vous l'avez vu, dans certaines communes, on a plutôt tendance à vouloir se séparer d'un maximum d'emprises communales et on préfère à la rigueur que l'administré l'entretienne, le gère. Et donc, voilà, c'est toute une question de sensibilité aussi des élus. Et donc un gros travail par rapport à ça, mais pas forcément à l'échelle communale, mais à une échelle plus globale de territoire et de bassins de vie ruraux.
Donc voilà globalement les points que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Je pourrais vous en parler 4 heures parce que j'ai énormément de choses en tête, mais j'ai essayé de respecter un petit peu le timing qui m'avait été donné pour qu'on puisse échanger un petit peu et répondre à vos éventuelles interrogations sur ce sujet. Merci infiniment. Vraiment, enfin, je m'en doutais un peu parce que ça fait longtemps qu'on discute, mais à chaque fois, je trouve tes présentations sur ce sujet extrêmement bien construites. Moi, j'apprends beaucoup de choses et puis on voit vraiment que c'est à la fois très technique avec un résultat parfois très surprenant. J'aime beaucoup aussi cette idée que finalement des choses pas hyper bien définies ben, s'approprient de différentes manières et que voilà, ça donne quand même encore aujourd'hui des choses assez surprenantes. Donc on est nombreux ce soir. Donc ce que je vous propose, c'est de rallumer nos micros et nos caméras. Et puis voilà, on peut lancer donc un petit débat.